Rebonjour. Voilà, donc on est des retours après ces quelques minutes justement pour faire le changement technique de l'intervenant. Et d'ailleurs, je profite pour remercier nos collègues qui sont derrière ces webinaires. Donc, ils vérifient que tout se passe bien, que vous entendez bien, qu'Internet soit avec nous aujourd'hui. Voilà, c'est des trucs plus ou moins faciles. Donc, on revient avec notre prochain intervenant, Sébastien Devresse. Donc, qui est mon collègue d'ailleurs, qui s'occupe avec moi de l'Espagne. Donc, je vous le présente avec cette intervention qu'il va faire sur les clichés et représentations de société. D'ailleurs, lui, il est un peu expert justement dans tout ce qui est clichés, représentation. Il est prof de FLE et formateur FLE, mais il a aussi fait un master en civilisation, culture et société et un master en communication et avant de devenir examinateur correcteur d'ELF et d'ALF à l'Institut français des Turquie, à Istanbul. Voilà, lui, il a un peu bougé aussi et il a fait partie aussi des équipes pédagogiques des Alliances françaises et Institut français de Madrid avant de devenir délégué pédagogique pour les éditions Maison des langues. Donc aujourd'hui, on compte sur sa présence justement pour animer cette intervention sur les clichés. Bonjour Sébastien et bienvenue. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Eh bien, c'est parti pour un petit moment ensemble pour avoir une réflexion justement autour des clichés et des stéréotypes. Super. Bon bah je te cède la parole Sébastien, bonne intervention et sachez que juste pour les petites dernières questions qui sont arrivées à la fin de l'intervention d'Amandine, on vous a préparé des documents de travail que vous allez recevoir par email, donc vous inquiétez pas, vous allez recevoir tout ça par mail. Autant Sébastien et Amandine vous ont préparé des petits documents. Voilà, bonne intervention Sébastien et on se voit un peu plus tard. Alors, si je vous parle de stéréotypes, on a plein de choses qui viennent en tête, aussi bien des expériences qu'on a pu avoir avec les apprenants, avec les adolescents, dans différents contextes. Il y a plein de choses qui nous viennent en tête. Ce qu'il y a, c'est que je pense que dans un premier temps, il faut remettre un peu les choses à plat et de voir est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, est-ce qu'on doit utiliser les stéréotypes en classe, est-ce que c'est quelque chose de bien ou de mal. On a un vrai dilemme et on va essayer d'avoir justement une réflexion, à savoir vraiment correctement dans un premier temps, définir les concepts, on va dire, de stéréotypes, de représentation collective et de préjugés. On a des nuances, on va dire, dans le terme qu'on a l'habitude d'avoir, qui est cliché. On verra ensuite le rôle de l'enseignant. L'enseignant est un médiateur ou une médiatrice alterculturelle. Et on va essayer de réfléchir pourquoi alterculturel, qui est un néologisme utilisé par Philippe Blanchet. Et à la fin de cette présentation, on réfléchira sur, en classe de FLE, quelles sont les activités pour déconstruire et pour construire. Donc, dans un premier temps, nous allons voir ensemble la définition, les définitions et les différents concepts. Si on regarde un petit peu le point de vue sociologique, le stéréotype prend la forme d'une opinion généralisée. Ça concerne le plus souvent un type d'individu, un groupe ou une classe sociale. D'un point de vue de la psychologie sociale, c'est Leyens qui définit de cette manière le stéréotype. Les stéréotypes sont des croyances partagées concernant les caractéristiques personnelles d'un groupe de personnes. En sciences humaines, on va parler de stéréotypes qui renvoient à l'image préconçue, toute faite d'un sujet dans un cadre de référence. On précise aussi qu'il y a deux notions, la notion de stéréotype, la notion d'image de soi et la perception des autres, que ce soit l'opinion généralisée, la croyance partagée, l'image préconçue. On comprend bien qu'il y a une notion subjective derrière le stéréotype. Si on veut aller plus loin, en sociolinguistique, on a une définition qui est un peu complexe. La définition est la suivante: lieu sémantique commun qui donne une assise sociale et fonde la cohérence interne d'un univers sémiotique, autrement dit la signification, rendant compte du discours social à la fois multiple et un. Je reconnais, c'est une définition qui est relativement indigeste, mais Roland Barthes le résume assez simplement. Il est dit que le stéréotype
devient la forme générique du déjà dit. Autrement dit, si tout le monde dit quelque chose, ça devient la norme et donc je peux l'utiliser. Donc voilà ici cette notion en sociolinguistique du stéréotype. Mais on a plusieurs types de stéréotypes finalement. On a tout d'abord les stéréotypes de comportement qui se réfèrent aux habitudes, aux comportements sociaux, à tout ce qui concerne, on va dire, le socio-culturel. Si je vous dis par exemple, les Français adorent le fromage et le vin, on fait référence au groupe. L'individu peut dire oui ou peut dire non, mais ça peut être accepté partiellement. D'un autre côté, on a les stéréotypes culturels. Ce sont les images idéalisées, les représentations culturelles. Si je vous parle par exemple d'une feuille d'érable, on fait référence au Canada, ou si je vous parle tout simplement de la Tour Eiffel, ça renvoie automatiquement à la France. Là, le stéréotype culturel, c'est par rapport à l'environnement. Puis, on a le stéréotype caractérisant. Le stéréotype caractérisant renvoie plus au trait de caractère, à un qualificatif, parfois physique, ou même parfois de genre. Là, ça fait référence à l'être. Et donc là, le fait de faire référence à l'être, on peut ne pas se retrouver du tout, on peut voire même être choqué par rapport à ce qu'on prétend dire sur ce stéréotype-là. Il est important de comprendre qu'on peut avoir plusieurs visions. Donc je vais vous demander de regarder bien cette image. Vous allez me dire, que voyez-vous? Une jeune femme ou une vieille femme? Donc vous allez avoir un petit sondage. Vous allez juste répondre, qu'est-ce que vous voyez? Une jeune femme ou une vieille femme? Je laisse 2 petites secondes, on va dire, juste pour regarder l'image. Et ensemble, je vais regarder les résultats du sondage. Alors, je pense que vous allez pouvoir répondre. Une fenêtre va apparaître. Alors, qu'avez-vous vu? Une jeune femme, une vieille femme ou les deux? Donc, ça varie. Là, je vois que vous êtes en train de répondre. Alors, je vois que ça varie un petit peu, mais on va pouvoir commencer à interpréter les chiffres qu'on voit. Il y a à peu près 30% des personnes qui ont répondu voient une jeune femme. D'autres voient juste une vieille femme. La moitié a vu les deux. Donc c'est vrai, je vais revenir sur l'image. Il est vrai, alors attendez, est-ce qu'on est bien revenu sur l'image? Juste revenir sur le diaporama pour revoir l'image. Maintenant qu'on a vu à peu près, il n'y a pas de bonne réponse, enfin si, il y a une bonne réponse finalement, mais on peut voir ce qu'on veut dans cette image. Donc là, je remets l'image, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit dans un premièrement une image. Si je vous dis par exemple qu'on voit une vieille femme, on voit un nez, un menton un peu voluptueux. Mais si je vous dis que le nez de la femme représente le cou d'une jeune dame qui regarde vers le mur, elle a un chapeau noir avec des plumes, là vous allez commencer à regarder cette image de manière différente. Qu'est-ce que ça nous dit cette image? C'est que on peut voir de manière différente 2 choses qui sont vraies. On peut voir, on a 2 représentations qui existent, mais qui sont complètement différentes. Donc l'idée de la représentation collective, c'est quoi? C'est d'être capable de percevoir l'image de l'autre ou la représentation de l'autre et sortir de son prisme, accepter sa propre image, mais surtout accepter celle de l'autre. Dans les définitions, nous avons 3 principes, on va dire, sous ce qu'on entend par stéréotype. On a tout d'abord la représentation collective ou la représentation sociale. Ce sont des caractéristiques communes qui définissent l'autre et qui aident à comprendre l'autre. Là, dans ce cas-là, on va parler de
fact-checking, j'utilise un mot anglais qui est un mot journalistique qu'on utilise assez régulièrement, c'est la vérification des faits. C'est-à-dire, j'ai une hypothèse sur une représentation collective, mais je dois chercher par moi-même si elle est vraie ou si elle est fausse. Je nuance. Le stéréotype, quant à lui, est une image préconçue, une opinion complètement généralisée, voire simpliste, des caractéristiques de l'autre. Ça peut même être une fake news, une infox, comme on dit en nouveau français. Enfin, le préjugé, c'est la croyance excluante, discriminante, contre l'autre. Et là, on arrive au bashing, qui est le dénigrement. Donc, on a ces trois nuances, quand on parle de stéréotypes, qu'il faut prendre en compte et être capable de comprendre, de voir les différentes nuances. Donc, que faut-il faire finalement? Interdire les préjugés, ou si on est confronté à des préjugés, expliquer justement que c'est problématique, conflictuel. Généralement, ça fait appel au racisme, à l'homophobie. On peut arriver à des degrés assez forts, on va dire, quoi. Surtout dans une classe. Moi, ça m'est déjà arrivé. Si on a un stéréotype, c'est une image qu'il faut déconstruire pour amener en fait à développer ses propres compétences culturelles qui permettront de comprendre des représentations collectives. Et tout ça pourquoi? Tout simplement pour interagir avec l'autre. Donc, deuxième petit sondage, et là beaucoup plus personnel, acceptez-vous les clichés que l'on porte sur votre pays ou sur votre région? Et là, j'aimerais bien voir si c'est souvent, parfois ou jamais. Alors, je vais juste regarder ce sondage. Donc, est-ce que vous ne supportez absolument pas les clichés que vous pouvez voir, que ce soit dans la rue, les images dans les publicités, dans les films? Est-ce que vous ne supportez absolument pas ces clichés? Ou alors, finalement, ça ne vous dérange pas, vous pouvez vous retrouver dedans. Des fois, ça vous dérange ou des fois non. Alors, je vous laisse répondre. Ça, c'est extrêmement subjectif comme réponse. Il n'y a pas de bonne réponse, bien entendu. C'est un ressenti. Ça peut même varier dans le temps en fonction de l'image qu'on peut avoir justement d'un stéréotype qui a été sorti. Ça peut avoir été confronté justement à une situation déplaisante, un autre moment à une situation un peu plus drôle, on va dire, où on accepte. Alors, on va regarder un petit peu les résultats. Donc, on a à peu près 26% qui nous dit oui, souvent, ça ne me dérange pas. Là, on voit que c'est nuancé. Parfois, la grande majorité, 70% des sondés nous disent parfois j'accepte, parfois non. Enfin, il y en a un petit 10%, proche du 5%, on va dire, qui nous dit non, le stéréotype, je n'accepte absolument jamais. Donc là, ici, on va regarder ensemble, justement, les clichés, différents cas, et comment on peut interpréter justement ces clichés, et comment ces clichés sont perçus par les propres personnes du pays. Je vais vous donner un premier exemple, c'est le cas du Québec. Donc ici, vous avez c'est une revue qui s'appelle Québec, le MAG, et qui regroupe, on va dire, toutes les informations importantes, informations culturelles que l'on a au Canada. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la représentation, on va dire, qu'on peut avoir, on va dire, un peu caricaturale même, du Canadien, la chemise à carreaux, le bûcheron. On a tous les codes aussi qui sont représentés, les codes gastronomiques avec le plat typique qui est la poutine. On peut avoir aussi l'érable, avec le sirop d'érable, qui est le symbole aussi du Canada. Bref, on voit que là, on assume complètement le jeu du stéréotype. On est dans la représentation et on l'assume complètement. Ici, je vous montre le cas de la Suisse. Donc, c'est un document authentique. Ce document-là, je vous ai mis le lien dans le document que vous allez retrouver si vous le souhaitez travailler en classe. Donc, c'est le site tout simplement de l'Office du tourisme de Suisse qui présente les 10 clichés sur la Suisse. Alors,
bien sûr, on a les couteaux suisses, le fromage, la ponctualité, les montagnes, le chocolat. Là, ici, on est bien dans les stéréotypes qui concernent, on va dire, l'environnement. Et le quatrième cliché, j'ai trouvé ça assez intéressant de le lire. Tous les Suisses sont riches. Là, ici, on fait référence à un stéréotype caractérisant. Et quand on lit le texte, on nous précise et on le nuance. Il nous explique tout simplement que c'est vrai, beaucoup de Suisses gagnent bien leur vie, mais il nuance en expliquant que la vie en Suisse coûte beaucoup plus cher. Et il précise aussi qu'une personne sur 10 vit dans la pauvreté. Donc on a ici cette notion où on dit, bon, je veux bien accepter ce cliché, mais je remets les choses en place. C'est-à-dire, oui, c'est vrai qu'il y a des riches, c'est vrai qu'il y a une certaine idée où on vit correctement en Suisse, mais ce n'est pas totalement vrai. Donc, il faut faire le processus de vérification des informations, et là, eux-mêmes l'ont procédé. Pourquoi? Parce qu'on fait appel à un stéréotype, justement, caractérisant. Là, ici, donc on a répondu souvent, parfois. Maintenant, on va regarder jamais. Ici, je vais vous montrer le cas de Emily in Paris. Donc, qu'est-ce qu'Emily in Paris? C'est tout simplement une série qui est sur Netflix. Vous l'avez peut-être déjà vue. Elle est apparue il y a quelques mois, on va dire, en décembre. Donc, quelle est l'histoire? C'est une série américaine. Emily Cooper est une Américaine. Elle vient de Chicago. Pour des raisons professionnelles, elle décide de s'installer en France. Et là, elle doit s'adapter aux mœurs françaises. Donc, c'est vrai que quand on regarde un peu cette série et qu'on est francophone, français ou même francophile, on comprend parfaitement le côté cliché. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que je vais vous montrer une petite vidéo où vous allez voir la réaction des Parisiens par rapport à la représentation que l'on a en fait de Paris dans cette série. Donc, je vais vous demander d'observer la petite vidéo. Vous allez voir que c'est assez rapide. Je vais juste vous dire aussi de regarder les petits tweets qui sont écrits. Et de toute façon, cette vidéo, elle n'est pas entière, elle va durer juste 1 minute. Mais pareil, dans le document que vous allez recevoir, vous allez avoir le lien pour la regarder de manière plus complète. Donc, je vous laisse regarder cette vidéo et regarder la réaction des Parisiens et des Parisiennes sur la série Emily in Paris. Emily Cooper? Bonjour. Bonjour. Oh my God, I feel like Nicole Kidman in Moulin Rouge. It's a beautiful day in Paris. You, bold woman, unafraid to take on the world. Vous avez regardé, est-ce que quelqu'un peut me dire dans quel Paris ça se passe? Parce que je crois que j'habite à Paris mais pas dans la même ville. Donc, je vous invite juste à regarder. Donc, on voit la réaction des Parisiens. Si je dis que les Parisiens sont habituellement des râleurs, là, je fais preuve d'un stéréotype caractérisant et beaucoup de personnes ne vont pas se retrouver dans ça. Cela dit, il est vrai, cette réaction. Donc, je ne me retrouve pas dans les représentations qui ont été faites justement dans cette série. Et ça pose problème à beaucoup de Parisiens qui disent « mais ça n'est pas la réalité tout simplement, c'est complètement en décalage avec ma réalité ». Donc ça, c'est intéressant de voir et on a ce qu'on appelle l'effet miroir. L'effet miroir, c'est quoi? C'est l'image que nous avons de nous, l'image que nous transmettons, l'image que nous avons des autres et l'image que les autres ont de nous. Cette image, cet effet miroir fonctionne aussi bien en tant qu'individu
mais il fonctionne aussi en tant que groupe social, bien entendu. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau-là? On sait qu'on a des nuances au niveau des stéréotypes, on vient de le voir, mais maintenant on va voir quel est le rôle de l'enseignant et que doit faire l'enseignant, ou comment l'enseignant doit orienter, on va dire, l'apprenant, les élèves, dans son apprentissage. Le plus simple, c'est de regarder ce que nous dit le cadre européen commun de référence des langues. Il nous dit tout simplement que l'enseignant ou l'enseignante est un médiateur ou une médiatrice interculturelle. Donc déjà, lui doit donner des pistes, mais pas seulement. Quel est le rôle de l'enseignant? L'enseignant doit accompagner ses apprenants dans l'acquisition des aptitudes et des savoir-faire interculturels. Il doit aider l'apprenant à être en capacité d'établir des relations entre la culture d'origine et la culture étrangère, c'est l'interculturel. Il doit amener l'apprenant à être sensible à la notion de culture, à reconnaître aussi et utiliser des stratégies variées pour être en contact avec la culture de l'autre. Mais il doit être aussi il doit être en capacité de jouer le rôle d'intermédiaire culturel entre la culture d'origine et la culture étrangère, mais il doit aussi être en capacité de gérer efficacement les situations de malentendus et de conflits culturels. Qu'est-ce qu'on entend par là? Tout simplement qu'on doit aider l'apprenant à dire, voilà, il y a peut-être un choc culturel, une notion que tu ne comprends pas. Avec une certaine empathie, on peut essayer de se mettre à la place de l'autre pour essayer de comprendre le point de vue. C'est-à-dire que je vois une jeune femme, tu vois une vieille dame, je ne vois pas la vieille dame, je dois explique-moi comment je peux réussir à voir cette vieille dame, ou inversement, bien entendu. Et surtout, le CECRL nous dit que l'enseignant doit amener les apprenants à être en capacité, à aller au-delà de la relation superficielle du stéréotype, de l'image préconçue qu'on a donnée. Alors, Philippe Blanchet nous explique aussi qu'il y a tout un processus d'alterculturation. Il nous dit qu'il faut doter les apprenants d'outils pour leur permettre de réguler les relations quand il y a une prise de conscience que l'altérité peut éventuellement créer des problèmes interprétatifs ou du comportement verbal ou non verbal des uns et des autres en situation. En gros, c'est ce que je venais d'expliquer, c'est que si vous avez un étudiant qui est face à un choc culturel, quelque chose qu'il ne comprend pas, eh bien, il doit s'interroger et trouver des pistes, soit on est avec une base, on va dire, qu'il a acquis tout au long de son apprentissage linguistico-culturel, ou alors, tout simplement, en étant en capacité de réagir avec l'autre pour pouvoir après essayer de comprendre. Et parfois, on ne peut pas comprendre, mais on a compris le point de vue de l'autre. Ça peut être ça aussi. Concrètement, comment on gère ça dans une classe de FLE? Moi, je pense qu'on a 4 axes qui sont assez intéressants et qu'on peut utiliser en classe. 1, les témoignages. Ça nous permet tout simplement de transmettre une information culturelle à travers un individu sans passer par un groupe. C'est le point de vue de Michael, c'est le point de vue de Saïd. Très bien. Je pense que c'est le premier point. Le deuxième point, les statistiques. Sondages, enquêtes, infographie. Les statistiques permettent de présenter des données vérifiées et non supposées. C'est scientifique, on va dire que ce sont des réponses données, donc là, à ce niveau-là, elles ne sont pas contestables. On peut passer aussi par l'interculturel. L'interculturel permet à l'apprenant de jouer un rôle d'intermédiaire, c'est ce qu'on vient de voir juste avant, entre sa propre culture et la culture étrangère. Parce que un apprenant, ou même un prof, peut être confronté à la non-compréhension culturelle de l'autre. Et dans ce cas-là, il faut être en capacité d'expliquer, soit à travers les prismes de l'autre, prendre des perches pour essayer d'expliquer au mieux. Elle jouait vraiment le rôle d'intermédiaire. Enfin, et ça c'est un peu plus, on va dire, pour les niveaux un peu plus avancés,
Bah, c'est tout simplement le débat et l'échange, discuter, ce que je viens d'expliquer. Ça permet de réfléchir sur un problème posé en présentant une argumentation. Alors concrètement, prenons des exemples. On a ici l'exemple qu'on retrouve assez facilement dans la collection Les Reporters, parce que c'est le fondement, on va dire, des reporters. Le témoignage. Toute unité commence par un adolescent qui est un reporter et qui va expliquer autour d'une thématique son point de vue, son contexte et son apport culturel, on va dire, quoi. Et ensuite, à partir de ce témoignage, on va pouvoir développer. En plus de ça, ça permet d'introduire les différents ça permet de présenter la diversité culturelle du monde francophone. C'est vrai que il y a plusieurs définitions du monde francophone. C'est autour de la même langue, on est tous différents, enfin, quelque chose comme ça. Donc là, ça permet justement de voir les différentes notions. Nous avons aussi les statistiques. Dans les statistiques, c'est tout simplement, ça permet de parler, de dire que les Français font ceci ou cela, ou les Belges font ceci, font cela, tout simplement en se basant sur des données chiffrées. Là, ici, je vais vous prendre l'exemple du livre Les Reporters 3, qui nous parle des vacances des Français. On peut avoir aussi l'interculturel. Donc, l'interculturel, dans l'unité 4, ici, on va avoir l'étudiant qui va présenter ses origines et à la fin, on va avoir la tâche finale qui sera de présenter ses propres origines. Et donc, à travers son propre prisme, on va pouvoir expliquer d'où on vient, par exemple. Je parle essentiellement de stéréotypes, on va dire, géographiques, nationaux, mais on peut parler aussi de stéréotypes de genre. On l'a vu, essentiellement concentré autour des stéréotypes caractérisants. C'est ce que fait A+5. A+5 le dit clairement dans une partie où on va justement échanger autour des stéréotypes de genre, avec un texte qui va parler du ras-le-bol des clichés sexistes. Mais ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est qu'on va s'interroger justement sur la notion de cliché. On voit bien ici dans cette activité où on a la question, est-ce que tu fais attention aux stéréotypes de genre, géographique, linguistique, de classe sociale, etc., dans ta vie quotidienne? Les remarques-tu? On s'interroge, on réfléchit, et ensuite, on réfléchit autour du texte, au point de vue qui est présenté. Est-ce que tu es d'accord? Comment tu vois la représentation genrée, masculin, féminin? On a cette notion, on va dire, et on demande d'expliquer par des exemples. Pour conclure, il est important de déconstruire les clichés. Il est nécessaire d'amener les apprenants à s'interroger sur les différents types de stéréotypes, les comprendre. Je pense aussi que l'interculturel permet de mieux comprendre l'autre à travers son prisme culturel. Et enfin, l'enseignant ou l'enseignante est médiateur, médiatrice. Ils accompagnent les apprenants dans leur propre réflexion. Donc voilà, voilà ici, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les communiquer. J'essaierai d'y répondre au mieux. Merci Sébastien. Un grand merci pour cette intervention qui a été concentrée, mais franchement super intéressante. Donc on a le temps maintenant pour répondre à vos questions. Vous venez de voir apparaître sur vos écrans ce petit champ pour saisir vos questions. N'hésitez pas à interagir et à poser vos questions à Sébastien. D'ailleurs, c'est quand même super intéressant, Sébastien, mais j'ai pas voulu t'interrompre tout à l'heure. Mais tu vois, par exemple, moi, quand tu poses la question de est-ce que vous vous sentez touché, non, si vous supportez, vous êtes capable d'accepter les stéréotypes, par exemple. C'est vrai que en tant que prof de langue, moi, je parle pour mon expérience, non, après avoir vécu dans plusieurs pays, etc., être hyper attaché au français, à la culture francophone, je pense que moi, ça m'embête quand même d'entendre
les clichés, même des Français, autant des Français que des Espagnols, même si j'ai la nationalité espagnole, non, mais c'est vrai qu'une fois tes profs de langue, tu vas beaucoup plus incarner les deux cultures. Je sais pas si c'est ton cas, après avoir vécu aussi dans plusieurs pays, mais c'est intéressant quand même ça. Bah, ce qu'il faut dire à ça, c'est c'est ce qui est important, on va dire, surtout à retenir, c'est les trois notions, on va dire, de stéréotypes. Il y a le stéréotype qui fait référence au groupe. Bon, j'y adhère parfois, je n'y adhère pas, pourquoi pas, on va dire, quoi. Mais il y a des traits, on va dire, qui peuvent être. Si je dis, par exemple, euh, les Espagnols mangent tard, c'est un fait. Est-ce que forcément je vais manger tard? Moi non, enfin, ou toi non, pas forcément. Mais on peut accepter globalement cette idée. Au niveau des monuments, des traditions, des cultures, on peut aussi y adhérer ou pas adhérer. Le problème, en fait, c'est du stéréotype caractérisant, qui là peut être vexant. C'est-à-dire que ça peut être ou c'est contre moi, là c'est un préjugé, ou alors c'est vraiment le pur stéréotype, c'est-à-dire que c'est une idée complètement reçue, où tu cherches même pas à avoir mon point de vue. L'idée, c'est d'avoir un maximum de représentation et c'est plus une démarche. C'est-à-dire, toi, parce que le point de vue du stéréotype, finalement, caractérisant à ce niveau-là, bah, il est variable. Certains vont dire que oui, d'autres que non, et d'autres vont ne surtout pas apprécier, en fait, quoi. Et donc, c'est cette nuance qui est assez complexe, mais qu'il faut prendre en compte, quoi. C'est prendre en compte l'autre, vérifier les informations. Certains, par exemple, disent que oui, on est comme ça, d'autres disent que non. Mais en même temps, il ne faut pas en faire une généralité, il faut toujours nuancer, on va dire, quoi. Rien que le fait d'avoir une nuance dans la question va moins vexer l'autre, moins être agressif par rapport à l'autre. Et à l'inverse, si quelqu'un te dit les Espagnols sont comme ça ou les Français sont comme ça, on n'accepte pas forcément. Et dans ce cas-là, on peut avoir une réponse aussi agressive par rapport à ça. Effectivement, il y a une intervention d'ailleurs qui est sur justement cette différenciation non, de ces idées reçues, stéréotypes. Un collègue qui nous dit que le rôle du prof, c'est d'éviter justement au maximum les stéréotypes, les clichés, et qu'ils étaient justement en accord avec ce qu'on disait, et que lui, par exemple, il se sentait aussi intégré dans les deux sens, non, que ça lui gêne aussi. Dans les deux sens, il aime pas recevoir ce type d'idées, on va dire, non? C'est extrêmement Effectivement. complexe. C'est extrêmement complexe aussi parce que les stéréotypes sont ancrés, on va dire, quoi. Ils sont ancrés aussi par ces fameuses représentations collectives qu'on a. Et en plus de ça, c'est ce que disait Roland Barthes, quoi. C'est comme tout le monde le dit, alors je peux le dire, c'est devenu la norme. Donc, c'est vrai que l'idée, oui, c'est juste une partie, c'est la montagne de l'iceberg, quoi. Enfin, si on limite une culture à juste une tradition ou un monument, on perd tout. Et c'est ce qu'on voit bien en fait dans dans ce Emily in Paris, qui est assez gentillet, qui présente, on va dire, qui est pas mauvaise. La critique, elle n'est pas si désagréable que ça. Mais les Parisiens nous l'expriment et ils disent, je ne me reconnais pas, tout simplement. Ce que tu me montres, c'est pas moi. C'est clair. Après, à partir de ce point de vue, on va dire externe, non? Quand on est capable de sortir de ces points de vue et de ne pas appartenir à 100% à la culture, ou justement d'utiliser ces documents comme moi pour ma classe, par exemple, si c'était mon cas, justement avec les grands adolescents, imaginons, je serais capable de montrer, voilà, un petit morceau de vidéo de Emily in Paris, par exemple. Je trouve ça super comme ressource, justement, parce que rien que la fille, quand elle va à la boulangerie acheter une pain au chocolat, il y a déjà la boulangère qui dit non, c'est un pain au chocolat. Je sais pas, il y a plein de contenus qui sont très bien exploitables, très facilement exploitables, d'ailleurs. Non, non, mais bien entendu, au contraire, quoi. Enfin, c'est justement, en plus, ça, c'est des différences lexicales interrégionales. C'est ce que justement Amandine l'a expliqué. Oui. C'est-à-dire, il y a une bataille en France pour parler de chocolatine ou pain au chocolat ou petit pain. Je suis du Nord, mais c'est une marque identitaire à la fin, quoi. Je pense qu'on en joue plus, on exagère beaucoup plus par rapport à ce contexte, à cet exemple-là, mais il est tellement vrai, quoi. L'exemple sur le lexique, on va dire différence lexicale régionale, que j'entends le plus, on va dire, quoi. Ouais. Et oui, ça fait partie de la culture finalement, oui.
En tout cas, il faut, comme disent plusieurs collègues qui viennent d'intervenir, effectivement, il faut profiter justement de ces stéréotypes, non, pour analyser, pour en tirer profit, et que ce soit pour les côtés positifs et les côtés négatifs. Je pense que tout le monde a un truc à dire par rapport aux stéréotypes. De sa culture propre ou de la culture d'autrui. Mais c'est toujours un sujet qui laisse la porte ouverte à l'expression orale. Je pense que c'est très bien pour travailler la compréhension orale, l'interaction, etc. Tout le monde va avoir un truc à dire, tout le monde va avoir envie de parler des soi ou de je connais quelqu'un qui vient de telle culture et etc. Un truc que j'ai appris dans un atelier qui a fait Sébastien à l'Institut français de Madrid, lors des journées FLE de l'Institut français de Madrid, vous vous souvenez peut-être, quand c'était en présentiel, voilà, en espérant que ça va bientôt revenir. C'était à Lille. Ils font une fête gastronomique avec où ça, c'est des moules, non? C'est la spécialité de cette fête-là, c'est des moules. Donc les restaurants de Val-les-Portes, ils montent, ils versent, on va dire, les coquilles des moules vides et ils font des montagnes. C'est ça, non, Sébastien? Je sais pas si tu peux reprendre l'idée ou expliquer un peu la fête, mais ça m'a fait. Alors, C'était super bizarre. une des représentations, on va dire, qu'on peut avoir, on va dire, sur l'île, c'est bien entendu la braderie de Lille, qui est un événement, qui est une espèce de grand marché qui accueille entre, je crois que c'est 1 ou 2 millions de personnes. Et donc, la tradition, le repas traditionnel, c'est un peu comme en Belgique, c'est la moule frite. Et donc, c'est obligatoire d'aller manger une moule frite pendant la braderie. Une fois ou 2 fois par jour, hein, à ce niveau-là, pendant cette période-là. Et c'est vrai que les restaurateurs font concours du tas de moules. Et donc, on voit les tas de moules et celui qui a le plus gros tas a gagné, on va dire, et il a une médaille de la moule ou quelque chose comme ça, quoi. Ouais, ouais, exactement, ouais. Et C'est ça, pareil, intéressant c'est qu'on encore fait. c'est une représentation culturelle. La représentation culturelle, elle peut exister, elle peut cohabiter. Est-ce que ça, c'est vrai? Oui, je te le dis, je le confirme, quoi. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà vu, que j'ai déjà mangé, etc., que j'ai déjà touché. C'est palpable, on va dire, quoi. Ouais. Si tu me En dis tout tous cas, les c'est jours, si tu me dis tous les jours, vous avez des tas de moules devant vos portes, ben, je vais dire, ah non, ça c'est faux. Là, c'est complètement erroné, c'est complètement préconçu. Non. Il y a une partie vraie, c'est que le deuxième dimanche de septembre, c'est toujours le cas, mais pas toute l'année, bien sûr. Ouais. effectivement toujours dans un point de vue, comme disent nos collègues qui interviennent, depuis c'est le prisme, l'optique de respecter l'autre, ne pas vexer la personne qu'on a en face, ni notre culture, effectivement. Je pense que c'est ça qui est extrêmement important à expliquer en fait à des jeunes apprenants. Les jeunes apprenants parfois n'ont pas cette capacité de nuance. Moi, j'étais confronté à des propos racistes dans une classe. C'était extrêmement difficile de gérer ça parce que déjà, faut commencer à, ok, on va poser les choses, on va expliquer d'où ça vient, pourquoi tu me dis quelque chose comme ça, et expliquer pourquoi aussi qu'il ne faut pas dire quelque chose comme ça. Donc c'est extrêmement difficile parce que c'est construit soit à travers la famille, à travers ce qu'on a entendu à la télévision ou quoi que ce soit. Enfin, je ne sais pas quelles sont forcément les influences, mais je pense que le rôle de l'enseignant, c'est d'expliquer ou de montrer, et vous allez être tous d'accord, j'imagine, qu'un cours de langue, c'est le meilleur moyen d'ouvrir l'esprit et d'ouvrir l'esprit des apprenants. Utiliser, je pense, enfin, à s'accompagner en fait d'exemples de personnes qui viennent de différents horizons permet d'ouvrir l'esprit et forcément d'accepter l'autre, quoi. Donc, je pense que c'est essentiel, non seulement pour un cours de langue, ça ouvre culturellement, linguistiquement parlant, mais humainement, tout simplement, hein. On parle de tolérance. Mhm. Merci Sébastien. Je pense qu'on a à peu près fait le tour des questions et des petits commentaires que les participants nous ont envoyés. Donc, je sais que tu as préparé un document de travail aussi avec des petits documents intéressants, etc. Je sais pas si tu pourrais juste toucher quelques mots par rapport à ces documents de travail. Alors, tout à fait, exactement. C'est-à-dire que là, j'ai voulu essayer de concentrer, on va dire, la présentation. Il y a tous les exemples, en fait, qui ont été donnés, qui seront un peu plus précis. Vous avez également, je vous ai mis les documents authentiques qu'on peut utiliser en classe, hein. Vous voyez le document sur la Suisse, c'est extrêmement visuel. On peut très bien, peut-être pas aller dans les parties, mais on peut très bien l'utiliser, ça, à ce niveau-là. Le document d'Emily in Paris, moi je le trouve assez intéressant. Après, vous avez une interview aussi
d'une Américaine qui vit à Paris, qui, elle, en tant qu'Américaine, elle comprend les clichés. Elle a vu la série, mais elle ne les accepte pas. Donc, c'est intéressant de voir ça. C'est une vidéo en plus qui peut être sous-titrée. Hein, c'est un lien YouTube. Bon, les sous-titres ne sont pas toujours parfaits, mais je crois qu'elle est sous-titrée à un moment donné, hein, si je me souviens bien, justement sur cette partie d'interview. Donc, c'est quelque chose qu'on peut vraiment exploiter en classe, surtout là, à ce niveau-là, quand ça, c'est carrément faisable, quoi. Ouais, exactement. Donc, j'ai essayé de mettre un maximum d'informations, les définitions, les documents authentiques, et j'ai mis aussi les esprits, en fait, les exemples, on va dire, des stéréotypes qu'on peut utiliser en classe, à savoir le témoignage, les statistiques, parce que ça, après, c'est des choses qu'on peut réutiliser, hein, bien sûr, l'interculturel, et les débats et les échanges qu'on peut trouver. J'ai pris d'autres exemples, bien entendu, il y en a beaucoup plus qu'on peut retrouver, on peut l'identifier. Bah, tiens, ça, si je parle de stéréotypes, ça peut peut-être m'intéresser pour avoir une information culturelle, me servir de ça. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez, bon, vous connaissez d'ailleurs pour adolescents les collections dont on vous a parlé aujourd'hui, les reporters A+, il y a énormément de documents par rapport à l'interculturalité, mais si vous voulez aller un peu plus loin, sachez qu'on a une collection aussi qui s'appelle Défi, plutôt destinée aux grands adolescents, adultes, etc. Juste pour, peut-être pas pour l'adopter dans vos classes, mais juste pour avoir comme exemple des textes et compagnie. Elle s'appelle Défi, au singulier, et c'est aussi l'une des collections qui est la plus utilisée aux instituts français et Alliance française en Espagne en ces moments, et les contenus sont riches, sont interculturellement riches, et on apprend énormément des choses. Voilà, donc je veux remercier Sébastien pour cette intervention, ça a été très intéressant, on apprend, comme d'habitude, on apprend énormément des choses interculturelles avec Sébastien. Un grand merci, et je vais demander à notre collègue qui est aux commandes techniques, s'il peut projeter, Tonio, la dernière diapo justement de Sébastien, la diapo 30, où il y a l'adresse mail de Sébastien, bon, l'adresse de Macmillan aussi, etc. Donc, si jamais vous voulez demander des renseignements, vous avez des questions ou autres, vous pouvez nous écrire, que ce soit à fleu@macmillan.es ou à fleu@emdl, comme édition maison des langues.fr. Vous avez également notre compte Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. pour nous contacter. Donc voilà, on arrive à la fin de cette rencontre virtuelle Fleu Macmillan. Franchement, c'était un plaisir, comme d'habitude, de faire ça. Nous, les éditions Maison des Langues, d'ailleurs, je tiens à dire qu'on était aussi les pionniers dans la formation en ligne. On fait ça depuis 2014. Donc bien avant tout ce qui était la pandémie, etc. Mais quand même, on a hâte de retourner vous voir en présentiel. On espère que ce sera pour bientôt. Donc voilà, je vous remercie encore pour votre participation. On a eu plus de 200 inscrits à cette séance de formation. Un grand merci, et je vous dis à bientôt, à une prochaine, que ce soit en présentiel ou en ligne. À bientôt sur les chemins du fleu. Merci. Prenez soin de vous et au revoir.